Un matin glacial. Malik Diop, charismatique PDG, fut invité sur un plateau de télévision, soi-disant pour célébrer son ascension fulgurante. Mais l'émission prit rapidement une tournure inattendue. Son succès était-il le fruit de son travail acharné ou d'un favoritisme? Sous la pression, il ne cilla pas. Il affirma sa vérité, et sa réponse, calme mais incisive, devint virale, enflammant un débat national. Les menaces suivirent, mais doté d'une tribune encore plus large, il prouva qu'il n'était pas un simple invité. Il était une voix capable de remodeler le récit. Ce qui se passa ensuite nous laissa sans voix. Alors que vous verrez Malik affronter le pouvoir avec sa vérité, nous voulons aussi entendre la vôtre. D'où venez-vous et que diriez-vous si vous étiez à sa place? Si cette histoire vous a ému, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés afin que nous puissions continuer à créer des histoires plus significatives. Le mail arriva tard ce mardi après-midi. L'objet était court, le ton encore plus, invitation segment. Malik Diop survola le corps du message, le relut 2 fois pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'une invitation officielle de Télématin Paris, l'une des émissions matinales les plus regardées de la capitale. Il l'invitait à apparaître en direct le vendredi sur le thème succès et diversité dans la technologie, briser les barrières ou contourner le système. Il n'avait pas besoin de lire entre les lignes, l'angle était clair. Il tapota ses doigts sur le bord de son bureau, un rythme silencieux qui l'aidait à penser. Pourquoi maintenant? La question résonnait dans son esprit. Cybernium Solutions, l'entreprise de cybersécurité qu'il avait bâtie de zéro il y a plus de 10 ans, venait de remporter un contrat fédéral colossal de 200 millions d'euros pour moderniser le cryptage des données des plateformes de sécurité intérieure critiques. Cette victoire avait fait des vagues, non pas tant pour la technologie qui surpassait les systèmes existants, que pour l'identité du vainqueur, un PDG noir, à la tête d'une entreprise sans lien profond avec les pouvoirs parisiens, un perturbateur venu des banlieues parisiennes. Inès Dupont, son assistante de longue date et sa plus proche confidente, entra dans le bureau, une tablette à la main, son visage déjà empreint de compréhension. « Vous avez vu, elle et email Malik hocha la tête. « Laissez-moi deviner, dit-elle, haussant un sourcil. Ils veulent célébrer le succès noir, tout en se demandant discrètement si c'est bien réel. » Il esquissa un sourire sec. Presque. Inès soupira, posant la tablette sur son bureau, l'écran affichant toujours l'invitation. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Ces émissions adorent les histoires de rédemption, mais ce qu'elles aiment par-dessus tout, c'est la destruction. Ils vous souriront devant la caméra et vous poignarderont avant la première publicité. Malik ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se leva, marcha vers la fenêtre et croisa les bras. Il était habitué à cette danse, il vous encense, vous exhibe, puis pivote vers la véritable histoire, le méritez-vous. Il avait entendu les sous-entendus. Mais quelque chose dans cette situation semblait nécessaire. Non pas pour la gloire, non pas pour la presse, mais parce que l'histoire qu'il raconterait, avec ou sans lui, devait être imprégnée de vérité. C'est un spectacle national, dit-il finalement, et ils pensent avoir trouvé leur échec et mat. Il se tourna vers Inès, ses yeux calmes mais intenses. Ils jouent aux échecs, mais ils ne savent pas qui est leur adversaire. Elle rit sèchement, sans trouver cela drôle. D'accord, mais ne les laissez pas vous piéger. Ils veulent une phrase choc, pas une histoire. Malik hocha la tête, mais au fond de lui, il comprenait les règles si c'était une conspiration. Il ne se contenterait pas de survivre, il renverserait l'échiquier.
Quand Inès quitta la pièce, il se rassit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il relut un extrait de l'émission du vendredi précédent, essayant de comprendre le piège qu'il tendait. Un panel de commentateurs lisses débattait si les programmes de diversité allaient trop loin. Un homme avait déclaré « Nous devrions nous concentrer sur la compétence, pas sur la couleur de peau ». Un autre avait hoché la tête. La présentatrice Chloé Moreau était restée neutre, sa voix douce comme du beurre, alors qu'elle passait à un segment culinaire. Malik l'observa attentivement. Elle était bonne, calculatrice, le genre de personne qui pourrait vous demander si vous méritiez votre place sans jamais hausser le ton. Il ferma son ordinateur et regarda au loin un long moment, se remémorant ses origines, les écoles publiques, avec des ordinateurs cassés, les nuits passées à coder à l'arrière d'une laverie automatique, les portes qui non seulement étaient fermées, mais qui n'existaient même pas. S'ils voulaient parler de succès, ils entendraient la vérité, toute la vérité. Pas d'ornement, pas de formule toute faite et inoffensive. Juste du feu. Le vendredi matin arriva sous un ciel couvert, lourd de nuages, la sorte de gris qui rend tout plus lent, plus silencieux, comme si le monde retenait son souffle. Malik arriva au studio de Télématin Paris en centre-ville, juste après 6h30, sortant de sa voiture noire dans une rafale de vent glacial qui transperçait son manteau. Le bâtiment était moderne, aseptisé de l'acier, du verre et une façade brillante qui ne semblait jamais avoir été touchée par des empreintes digitales. À l'intérieur, l'air était encore plus froid, non pas en température, mais en ambiance. Personne ne l'accueillit à l'entrée avec un sourire, personne n'offrit de café ou de réconfort, juste un assistant de production aux lèvres pincées, pas plus de 24 ans, les yeux rivés sur une tablette, la voix monocorde « Monsieur Diop, par ici ». Nous vous équiperons dans 5 minutes. La loge était stérile, mur blanc, un canapé, une assiette de pâtisseries intouchées et un écran plat au mur, diffusant l'émission en direct. Malik s'assit, ajustant ses boutons de manchette, tandis qu'une autre assistante, plus âgée, lui appliquait du fond de teint sur le visage avec une précision mécanique, sans un mot. À l'écran, le segment en cours se terminait un panel de commentateurs de la culture pop, disséquait une rupture de célébrité avec des rires forcés et une fausse empathie. Puis vint la transition des lettres audacieuses, glissèrent sur un écran bleu et or, à suivre la percée technologique. L'élite noire compétence ou favoritisme Malik ne cilla pas, mais à l'intérieur, sa mâchoire se serra juste assez pour faire saillir ses tempes. C'est donc ça l'angle, pensa T-Hill. L'assistant de production revint, vérifiant sa montre. Ils sont presque prêts. Vous êtes à l'antenne dans 2 minutes. Malik se leva, tirant sur ses manches de costume, se redressant. Chaque détail de son apparence était réfléchi, soigné, le costume bleu marine impeccable, la pince à cravate en argent discrète, les Richelieu brillants. Rien de tape à l'œil, rien d'ostentatoire, juste de la propreté, de la précision et une autorité indéniable. S'il s'attendait à un stéréotype, il serait déçu. Il n'était pas là pour être encadré, mais pour le briser. Alors qu'il suivait l'assistant dans un couloir étroit, le studio s'ouvrit devant lui, lumière vive, sol brillant, caméras positionnées comme des sentinelles, et au centre, un décor moderne au ton sourd, bleu et or. Une table basse en verre séparait 2 fauteuils bas, l'un déjà occupé. Chloé Moreau. Elle se leva alors qu'il s'approchait, son sourire chaleureux mais distant. Le genre de sourire que les célébrités de la télévision portent comme une couche de fond de teint, parfaitement appliquée et délibérément impénétrable. « Monsieur Diop, dit-elle, tendant une main parfaitement manucurée,
merci de vous joindre à nous ce matin. » Malik lui serra la main, avec une poignée ferme mais mesurée. « Merci de votre invitation. Pas de bavardage, pas de préambule. » Ses yeux étaient perçants, observant non seulement lui, mais le moment, l'énergie, le terrain. Ils s'assirent. Un dernier compte à rebours fut murmuré par un producteur hors de vue. À l'antenne dans 3, 2. Le voyant rouge s'alluma. L'émission commença. « Bonjour et bienvenue à tous, » dit Chloé, se tournant vers la caméra avec une grâce étudiée. Ce matin, nous accueillons Malik Diop, PDG de Cybernium Solutions, une entreprise technologique à croissance rapide qui vient de remporter un contrat gouvernemental majeur pour moderniser les systèmes de cybersécurité à travers les agences fédérales clés. Il a été honoré comme l'un des leaders technologiques les plus influents de l'année et l'un des plus commentés. Elle se tourna vers Malik avec le même sourire contrôlé. « Malik, un plaisir de vous avoir ici. » Il hocha la tête, sa voix égale. « J'apprécie l'invitation. » Chloé s'inclina légèrement, tenant ses fiches, croisant les jambes d'une manière délibérément naturelle, mais calculée. « Commençons par l'évidence, 200 millions d'euros. C'est le montant du contrat fédéral que Cybernium vient de remporter, battant certains des plus grands noms du monde de la cybersécurité. C'est impressionnant. Malik connaissait la tactique commencée par des éloges, le mettre à l'aise. C'était un schéma qu'il avait vu se dérouler dans des dizaines d'entretiens, la plupart des passages désagréables n'étant jamais diffusés. Il garda son ton calme. C'était certainement un appel d'offres très compétitif, mais nous avons développé un modèle de cryptage propriétaire qui surpasse les autres en termes de vitesse et de résistance aux intrusions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Chloé hocha la tête, tournant la page de sa fiche suivante. Certains experts de l'industrie ont qualifié votre plateforme de révolutionnaire, mais... Elle marqua une pause juste assez longue pour que le public ressente le changement de direction. D'autres ont soulevé des questions, notamment sur le rôle que les initiatives fédérales de diversité ont pu jouer dans l'attribution de ce contrat. Peut-être pas seulement la performance, mais la représentation. Voilà, plutôt qu'il ne l'avait prévu, Malik ne scia pas. Il laissa le silence durer, juste assez pour qu'il devienne lourd, puis dit « J'ai déjà entendu cet argument, c'est amusant. Quand un entrepreneur noir réussit, on suppose qu'il doit y avoir un astérisque, une main cachée. Mais quand les mêmes contrats vont à des entreprises établies, dirigées par la même famille depuis 50 ans, personne ne sourcille. Ça, c'est juste les affaires. » L'énergie dans le studio changea, imperceptiblement, mais de manière palpable. L'un des caméramens se raidit légèrement. L'expression de Chloé ne changea pas, mais quelque chose derrière ses yeux se plissa. Malik se pencha en arrière, respirant calmement. Il n'était pas là pour être poli. Il était là pour être clair, élégant, était tombé. Le sourire de Chloé était intact, mais il s'était affûté subtilement, comme une lame cachée dans la soie. Elle jeta un coup d'œil à ses fiches, bien qu'il fût clair maintenant qu'elle ne les lisait pas mais orchestrait une séquence d'événements. « Alors, Malik, dit-elle, sa voix toujours douce, vous dites que la race n'a joué aucun rôle dans votre succès. Ce n'était pas une question, c'était un défi, enveloppé d'une fausse objectivité. » Malik inclina légèrement la tête, l'étudiant. Il reconnut la stratégie formuler la question comme une contradiction, le forçant à nier la réalité ou à admettre avoir été aidé. Mais il ne mordit pas à l'hameçon. Au lieu de cela, il rit doucement, secouant la tête. « Laissez-moi vous poser cette question, Chloé. Quand SpaceX décroche des contrats avec la NASA, est-ce parce qu'Elon Musk a atteint un objectif de diversité? Quand Blue Origin reçoit des fonds fédéraux, quelqu'un suggère que Jeff Bezos a réussi grâce à ses origines.
Ou est-ce seulement quand le PDG me ressemble qu'on commence à se demander si les règles ont été contournées? La pièce était immobile, pas silencieuse, mais tendue. Derrière les caméras, un producteur marmonna quelque chose dans son oreillette, mais personne ne demanda de pause. Personne n'osa couper. Chloé se pencha légèrement en arrière, se recentrant. Elle n'avait pas perdu son sang-froid, elle se regroupait. Alors, continua-t-elle, pensez-vous que ces programmes fédéraux, l'action affirmative, les subventions aux entreprises minoritaires, aident ou nuisent à l'idée de méritocratie? Malik posa ses mains sur ses genoux, ses doigts entrelacés, non pas un signe de défense, mais d'ancrage. Ils aident à égaliser les chances, dit-il simplement. Mais les gens oublient que le terrain de jeu n'a jamais été égal au départ. C'est ce que personne ne veut admettre. Ces programmes ne nous donnent pas un avantage, ils nous donnent une chance de nous battre. Son sourire ne vacilla pas, mais il y eut un éclair dans ses yeux. Elle tourna l'affiche dans sa main, s'arrêta, puis la posa. Ce qui se passa ensuite, Malik le sentit, n'était pas scripté. La voix de Chloé baissa juste assez pour signaler un changement de ton. « Parlons de votre parcours, » dit-elle, et pendant une seconde, cela parut presque sincère. Vous avez grandi dans la banlieue parisienne, mère célibataire, école publique, pas de diplôme d'une grande école, pas de capital familial. Et pourtant, vous êtes ici. C'est inspirant. Malik hocha lentement la tête, incertain s'il devait se préparer à l'attaque ou à un soupir de soulagement. Chloé s'inclina légèrement. « Mais certains pourraient se demander, dit-elle, comment quelqu'un sans ce pédigree élitiste surpasse-t-il il des entreprises de plusieurs milliards de dollars et décroche-t-il il des contrats qu'elle convoite depuis des années. Comment expliquez-vous une telle ascension? C'était la vraie question. Non pas comment avez-vous réussi, mais comment avez-vous osé réussir? Malik ne scia pas. Ça s'appelle travailler, dit-il, sa voix calme mais ferme. Certains d'entre nous n'ont pas de parents pour ouvrir les portes, ni d'adhésion à un club de golf qui garantit des réunions. Alors, nous construisons nos propres portes, à partir de zéro, à partir des refus, des sessions de codage à 3 heures du matin dans des sous-sols, des nuits passées au bureau parce que nous ne pouvions pas nous permettre à la fois le loyer et la paye. C'est comme ça. Chloé hocha légèrement la tête, mais cela semblait un accord superficiel, sans véritable adhésion. « Mais vous avez sûrement été aidé, » insista-t-elle. « Un mentor, un programme, quelqu'un qui vous a ouvert la première porte. » Malik expira par le nez, non pas de frustration, mais avec la retenue de quelqu'un qui a entendu cette question trop de fois, dans trop de pièces. « Bien sûr, » dit-il. L'aide est venue sous la forme de 3 emplois simultanés pendant que je terminais mon diplôme d'ingénieur. L'aide ressemblait à 50 refus de capital risque avant qu'une seule personne ne daigne rappeler. L'aide, c'est d'apprendre à concevoir, présenter, commercialiser et vendre tout seul, parce que je n'avais pas d'équipe, juste un rêve et une échéance. Pendant une fraction de seconde, quelque chose dans l'expression de Chloé se fissura, juste un éclair, mais il était là. Elle jeta un coup d'œil vers la régie, cherchant peut-être un signal, gagnant peut-être du temps. Puis, aussi vite, le masque revint. Certains diront, continua-t-elle, sa voix devenant plus froide, que les entrepreneurs noirs ont aujourd'hui plus d'opportunités que jamais, que des programmes existent pour ouvrir des portes, que vous faites partie d'une génération qui bénéficie des progrès plutôt que de lutter contre le passé. Malik se pencha en avant, ses coudes légèrement sur ses genoux. Sa voix n'avait pas monté, mais elle s'était approfondie. « Vous savez ce qui est amusant, dit-il,
c'est que quand les chefs d'entreprise noirs réussissent, on demande toujours quel programme nous a aidés. Mais personne ne demande quelle fiducie a aidé une start-up dirigée par des Blancs. Personne ne demande quel oncle a utilisé ses relations à HEC, ou quel ami de promo leur a donné un investissement à 6 chiffres lors d'un apéritif. Il fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. La vérité est que le succès n'est pas un coup de pouce aléatoire. Des gens comme moi doivent être 2 fois plus bons juste pour avoir la moitié d'une chance. Et quand nous y arrivons, au lieu d'être applaudis, nous sommes interrogés. La tension dans le studio n'était pas dramatique, elle était réelle. Pas le silence cinématographique, mais l'immobilité nerveuse de ceux qui entendent ce à quoi ils n'étaient pas préparés. Pourtant, Chloé ne cilla pas. Elle se déplaça sur son siège, croisa de nouveau les jambes, inclinant la tête comme si elle était poliment peu convaincue. « C'est un point de vue intéressant, » dit-elle, toujours doucement. « Mais parlons de perception. » Elle se tourna légèrement vers la caméra, se reconnectant au spectacle. « Malik, vous vous présentez comme un autodidacte, mais certains critiques suggèrent que les entrepreneurs noirs reçoivent une attention médiatique disproportionnée, que l'histoire du triomphe face à l'adversité est plus vendeuse que celle des milliers d'entrepreneurs blancs qui travaillent tout aussi dur sans obtenir les mêmes gros titres. » Malik rit doucement, non pas avec amertume, mais avec une grande surprise. « Alors maintenant, nous avons trop d'attention, » dit-il, haussant un sourcil. Chloé garda son calme, mais son léger haussement d'épaule trahissait sa surprise. Il se pencha légèrement, sa voix inébranlable. Dans un monde où 90% des PDG du CAC 40 sont des hommes blancs, où moins de 2% du capital risque va aux startups fondées par des Noirs, où les conseils d'administration des grandes entreprises technologiques ressemblent encore à des clubs privés des années 50, vous me dites que le vrai problème, c'est notre visibilité. Chloé repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille, sa voix toujours neutre, même si ses mains avaient serré ses fiches. Je voulais simplement souligner que, dans le climat actuel, il y a une pression pour mettre en avant la diversité, et parfois cela peut brouiller les lignes entre la compétence et le message. Malik se pencha en arrière, expira lentement et la fixa. « Compétence, dit-il. On aime ce mot, n'est-ce pas? Laissez-moi vous poser cette question. Chloé, pensez-vous vraiment que je serais assis sur ce siège en ce moment si je n'étais pas exceptionnellement bon dans ce que je fais? » Sa bouche s'ouvrit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, il continua. « Pensez-vous que je suis ici parce que j'ai joué une carte de diversité? Ou pensez-vous que je suis ici malgré un système conçu pour garder des gens comme moi à l'extérieur, juste pour regarder ?» Le silence qui suivit n'était pas vide, il était assourdissant. Il s'imposait de toutes parts, car ce n'était pas seulement une question, c'était le moment où la conversation cessait d'être hypothétique et devenait réelle. Chloé soutint son regard plus d'une seconde, juste assez longtemps pour que la caméra capte le léger changement dans sa posture, le moindre signe que cette interview n'était plus sous contrôle. Elle tendit la main vers sa fiche suivante, hésita, puis la reposa complètement. Ce passage, Malik le savait, n'était pas écrit. C'était son mouvement, sa tentative de reprendre le contrôle. « Malik, » dit-elle, sa voix maintenant plus fine, plus prudente. « Je pense qu'il est clair que vous êtes très passionné par ce sujet et je respecte cela. Mais laissez-moi vous poser quelque chose de plus fondamental. » Elle s'arrêta, inclinant légèrement la tête comme si elle allait exprimer de l'empathie, mais Malik sentit la pointe arriver. « Pensez-vous, dit-elle lentement, que cette indignation est exagérée? Parce que votre présence ici, votre succès, assis en face de moi à la télévision nationale, n'est-ce pas la preuve que le système n'est pas aussi inégal que certains le prétendent?
S'était dit avec un sourire, presque doucement, comme si ce n'était pas une accusation mais une question raisonnable. Malik la fixa. Le sourire qui traversa son visage était fin, mais il n'était pas bienveillant. Il expira une fois, une respiration régulière, mesurée, puis dit avec une clarté qui déchira le studio comme du verre brisé. « Vous savez, dit-il, c'est amusant comme les gens aiment utiliser un succès unique comme preuve qu'un problème n'existe pas. » Chloé ne scia pas, mais tout le studio le fit. La régie se figea. Un régisseur de plateau déplaça ses pieds, mais Malik n'avait pas terminé. Il se pencha légèrement en avant, non pas avec agressivité, mais avec intention, sa voix maintenant plus basse, plus lourde. « Laissez-moi vous le dire autrement, si une personne s'échappe d'un bâtiment en feu, vous la montrez du doigt en disant « Vous voyez, l'incendie n'était pas si grave. » Pendant une seconde, même Chloé ne dit rien. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle avait quelque chose à dire, mais rien ne sortit. Malik continua. « Le fait que j'ai réussi ne signifie pas que le système est cassé. Cela signifie juste que j'ai dû me battre plus fort que la plupart pour y arriver. Ce n'est pas un tour de victoire, c'est un acte d'accusation. » Le silence qui suivit n'était pas un vide, c'était un impact. Inconfortable, incontestable, le genre de silence qui faisait se demander au régisseur s'il devait passer à la publicité, mais qui réalisait qu'il était trop tard. Chloé se déplaça sur son siège, ses doigts se serrant légèrement autour de l'accoudoir. « Je comprends votre point de vue, » dit-elle, un calme professionnel la reprenant, essayant de retrouver la neutralité. « Mais considérons un autre angle. » Elle se tourna légèrement vers la caméra, se reconnectant au spectacle. Certains diront que votre frustration n'est pas réellement liée à la race, mais à un ressentiment envers les grandes entreprises. Après tout, vous avez publiquement critiqué les grandes entreprises technologiques pour leur manque de leadership diversifié. Cela pourrait-il simplement être de l'amertume envers les organisations qui opèrent différemment de la vôtre? Malik hocha lentement la tête, comme s'il réfléchissait à la question, puis inclina la tête. « Ce n'est pas du ressentiment, dit-il, c'est de la responsabilité. » Il laissa le mot planer un instant avant de le souligner. Le ressentiment est une émotion. La responsabilité est une nécessité. J'ai dénoncé des entreprises qui ne tiennent pas leurs promesses. Elles aiment poster un carré noir sur les réseaux sociaux. Elles aiment mettre des mots à la mode comme équité et inclusion dans leurs communiqués de presse. Mais quand il s'agit de recruter des leaders diversifiés, de financer des start-up noires, de changer les pratiques d'approvisionnement, elles restent silencieuses. Et je refuse d'applaudir un système qui fait juste semblant d'écouter. Les lèvres de Chloé se pincèrent en une ligne dure. Elle tourna une dernière fiche dans sa main, mais ne la lut pas. Au lieu de cela, elle dit « Eh bien, certains diront que, dans l'économie actuelle, le succès est avant tout une question de travail acharné et non de race. » Sa voix était maintenant ferme, comme si elle croyait avoir retrouvé une position neutre, quelque chose de facile à digérer pour le public. Mais Malik ne se souciait pas de ce qui était facile à digérer. Il se pencha en avant, les yeux rivés sur elle. « Bien sûr, dit-il, les gens aiment croire aux contes de fées, surtout quand ils en bénéficient eux-mêmes. » La phrase tomba comme un éclair, pas en volume, mais en vérité. Personne ne bougea. « Mais soyons réalistes, » dit Malik, sa voix toujours basse, inébranlable. Les entrepreneurs noirs se voient toujours refuser des prêts commerciaux à un taux près de 2 fois supérieur à celui des entrepreneurs blancs. Nous recevons moins de 2% du capital risque année après année. Et même lorsque nous réussissons, on nous demande toujours si nous le méritons. On nous dit toujours que nous avons eu de la chance, ou pire, que nous avons été aidés.
Il regarda droit dans la caméra maintenant, non pas Chloé, non pas l'équipe, mais la France. Alors, arrêtons de faire semblant que le système n'est pas truqué. Il l'est. Et les seuls qui ne le voient pas sont ceux qu'il est conçu pour servir. Cette fois, personne ne dit rien. Même Chloé n'essaya pas. Ses yeux clignèrent vers la cabine du réalisateur, cherchant une bouée de sauvetage, mais la régie n'en offrit aucune. Cela ne serait pas coupé ou joliment emballé avec une musique de fond et un message d'espoir. Malik ajusta sa montre, non pas pour vérifier l'heure, mais pour se rappeler qu'il était toujours en contrôle. Puis, lentement, il se pencha en arrière sur sa chaise, expira une fois et relâcha un poids que personne dans la pièce ne pouvait soulever. « Vous savez quel est le vrai problème, dit-il. La voix de Chloé n'était qu'un murmure. Quoi Malik ne scia pas. La mesure n'est pas la même pour tous. Chloé bougea, comprenant. La voix de Malik ne monta pas. Elle s'approfondit, plus calme, plus acérée. Cela signifie qu'un homme blanc moyen peut gravir les échelons dans ce pays sans compétence, mais qu'un homme noir brillant doit traverser des cerceaux de feu juste pour entrer dans la pièce. Hors caméra, un producteur jura doucement. Maintenant, il savait ce que c'était. Pas une interview, un moment. Un moment qui ne pouvait être coupé ni manipulé, un affrontement direct. Et le meilleur, dit Malik, souriant doucement, presque pour lui-même, quand nous y arrivons enfin, quand nous réussissons vraiment, des gens comme vous s'assoient en face de nous et nous demandent si nous l'avons fait grâce à un avantage spécial. Il se tourna de nouveau vers Chloé, non pas en confrontation, juste épuisé. « Vous voulez parler d'équité, dit-il, sa voix amère mais vraie. Alors commençons par dire la vérité. » Un autre silence s'ensuivit, mais ce n'était plus de l'inconfort. C'était de la reconnaissance, et personne parmi ceux qui regardaient ne pouvait prétendre ne pas avoir entendu, pas maintenant, pas après ça. Le silence dans le studio était maintenant épais, palpable, presque sacré. Pendant 5 secondes, personne ne dit rien, et en temps de télévision, 5 secondes, c'est une éternité. Puis, enfin, une voix crépita dans l'intercom, saccadée et anxieuse. « D'accord, nous avons besoin d'une pause. » Chloé cligna des yeux, un sourire poli forcé sur son visage, bien que ses doigts serraient toujours trop fort l'accoudoir. « Nous reviendrons avec plus de Malik Diop juste après ceci, dit-elle, se tournant vers la caméra avec une facilité bien rodée. Les lumières rouges s'éteignirent, le studio expira. Dès que les caméras cessèrent de tourner, les producteurs commencèrent à bouger comme un vent soudain, les écouteurs grésillant, les doigts tapotant sur des iPads, des murmures traversant l'espace comme des cordes trop tendues. Mais personne ne s'approcha de Malik. Personne ne lui adressa un mot. Il resta immobile sur sa chaise, impassible, observant Chloé retirer son micro, sa mâchoire serrée, son corps légèrement détourné de lui. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'interview était terminée, du moins à l'écran. Mais Malik savait que ce n'était pas la fin. C'était le point d'ignition. Dès qu'il atteignit le parking, son téléphone vibrait sans arrêt. Les notifications explosaient sur l'écran comme du pop-corn SMS, email, tags sociaux s'allumaient plus vite qu'il ne pouvait lire. Un extrait de l'émission 38 secondes, filmé de manière tremblante sur un écran, avait inondé Twitter. Malik Diop, penché vers la caméra, demandant « Pensez-vous vraiment que je serais assis sur ce siège si je n'étais pas exceptionnellement bon dans ce que je fais ?» C'était ça, cette phrase. C'était l'allumette. En moins d'1 heure,
Malick Diop et Vérité Dérange étaient en tête des tendances sur toutes les plateformes. Certains le louaient comme courageux, nécessaire, un miroir tendu au visage de la France. D'autres le qualifiaient d'amer, d'arrogant, de diviseur. Le même vieux scénario, les mêmes vieilles lignes. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement une réaction, c'était une confrontation. Les chaînes d'information coupaient et rediffusaient en temps réel. Sur une chaîne Malick Diop, la voix dont les entreprises françaises ont besoin. Sur une autre, est-ce le nouveau visage de l'arrogance en entreprise? Les blogs d'affaires se sont empressés de publier des analyses avec des titres comme « Compétence contre message, ce que Malick Diop a eu tort et raison », tandis que les critiques culturelles qualifiaient l'interview de brutale, nécessaire, électrisante. À midi, les éditoriaux s'amoncelaient. Le Monde a appelé cela un moment charnière, Les Échos un drame calculé. Et au milieu de tout cela, Malick était assis seul dans son bureau, son téléphone vibrant comme un câble électrique, observant la tempête qu'il n'avait pas l'intention de provoquer, mais qu'il n'avait pas non plus fui. Inès fit irruption sans frapper, tenant son téléphone comme un pavé. « Vous êtes partout, dit-elle, à moitié riant, à moitié haletant. Je veux dire, partout France 24, BFM TV, même GQ Malick ne répondit pas immédiatement. Il augmenta simplement le volume de son écran muet. À l'écran, Chloé, maintenant dans la seconde moitié de son émission, assise à la même table, son visage soigneusement recomposé. « Nous respectons Monsieur Diop et ses réalisations, dit-elle, sa voix aussi neutre qu'un manuel. Notre travail est de poser les questions que le public se pose déjà, et parfois, les conversations qui nous mettent au défi sont les plus importantes à avoir. » Traduction. Elle ne reculait pas, elle se recadrait, protégeant l'institution. Malick secoua la tête et se pencha en arrière, un sourire faible sur les lèvres. « Bien sûr, » murmura-t-il, la défense du dialogue inconfortable. Inès parcourait frénétiquement ses emails. Nous avons une vague d'intérêt des investisseurs. Des gens qui nous ont ignorés l'année dernière veulent soudainement des rendez-vous. Elle marqua une pause, puis leva les yeux. Mais nous avons aussi perdu Crossgate. Malick cligna des yeux. Ils se sont retirés avec effet immédiat. Communiqué de presse prévu dans 1 heure. Ils ont dit que la marque devait réévaluer son alignement avec le public. Malick hocha lentement la tête, sans surprise. Ils n'étaient jamais vraiment là, dit-il. Ils voulaient juste notre logo sur leur documentation sur la diversité. Inès s'assit, son téléphone toujours allumé. Nous avons aussi reçu ceci, ajouta-t-elle, lui tendant une simple enveloppe blanche qui avait été déposée à la réception. Pas d'adresse de retour, pas de nom. À l'intérieur se trouvait une seule feuille imprimée, un seul mot en gras assez. Malick fixa le mot pendant un long moment. Pas de peur, pas de trouble, juste de la fatigue. Fatigué de la prévisibilité des menaces, de la vitesse à laquelle la France passait de l'éloge au silence quand un homme noir parlait trop clairement, trop sans s'excuser, trop bien. Inès croisa les bras. « Vous avez besoin de protection. »« J'ai déjà appelé, » répondit Malick. « Ils vont vérifier le bâtiment ce soir, installer des caméras à la maison. » Il regarda de nouveau par la fenêtre vers la ville qu'il avait formée, aiguisée, marquée. Les 72 dernières heures s'étaient transformées en une tempête louange, réaction négative, invitation, menace, opportunité déguisée en intérêt, intérêt masquant l'opportunité. Mais ce moment avait ouvert une fissure, et il savait qu'elle ne pouvait plus être refermée. Il pouvait se taire, laisser le moment passer, nettoyer, continuer comme si de rien n'était, ou il pouvait entrer dans le feu et le revendiquer, le façonner,
l'utiliser. La voix d'Inès coupa de nouveau ses pensées. Une dernière chose. France Télévisions propose une émission spéciale, une confrontation prolongée sur le thème race, entreprise et le rêve français. Contrôle éditorial complet. Elle posa le dossier sur son bureau. Ils veulent que vous alliez plus loin. Malik ne l'ouvrit pas immédiatement. Il n'en avait pas besoin. Il savait ce que cela signifiait. Le micro de nouveau devant lui, cette fois sans fil, sans fiche, sans interruption. Juste le pays tout entier qui écoutait, qu'il le veuille ou non. Inès resta assise, attendant. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Malik leva finalement les yeux. Sa voix ne trembla pas. « Dites-leur que je vais le faire, » dit-il. Puis il ajouta « mais à mes conditions. Parce que si le système veut vous braquer les projecteurs au visage, eh bien, vous allez les utiliser pour brûler tout le script. » Dès le lendemain matin, l'histoire avait échappé aux murs des salles de rédaction et aux lumières du studio. Elle était dans les files d'attente des supermarchés, chez les coiffeurs, dans les conversations de bureau sur Slack, dans les discussions de groupe de fin de soirée, sur les tables de cuisine où les parents s'arrêtaient pour demander à leurs enfants. Vous avez entendu parler du monsieur à la télé. Malik Diop n'était plus une simple tendance, il était une faille tectonique. Et le pays, comme toujours, était occupé à choisir son camp. D'un côté, les éloges, une vague de soutien de la part de leaders d'opinion, d'universitaires et même de quelques PDG suffisamment courageux pour rompre leur propre silence. Un tweet lisait « Malik Diop n'a pas haussé le ton, il a élevé le niveau ». Un autre « Ce n'est pas un moment, c'est un miroir ». Mais de l'autre côté, la réaction négative avait fait des métastases. Les sections de commentaires sont devenues infectes. Des comptes anonymes le traitaient d'imposteur racial. Les radios le diabolisaient. Un autre homme noir en colère prétendant être opprimé. Un animateur l'a même qualifié de dangereux, comme si l'honnêteté était maintenant classée comme une menace. Malik était assis dans son bureau, observant la situation se dérouler, son téléphone posé face contre terre pour une fois, le bruit numérique trop fort pour être traité. Inès était assise en face de lui, les jambes croisées, ses yeux parcourant une liste de retours clients. « Nous avons officiellement perdu 3 sponsors de plus », dit-elle, sans lever les yeux. 2 canaux de distribution, un fonds technologique. Malik hocha la tête sans émotion. « Laissez-moi deviner, » dit-il. « Ils ne se sentent plus en phase avec notre message de marque. » Inès rit sèchement, sans humour. « Vous devenez bon à ça ?» Il haussa les épaules. « Ils ne l'ont jamais été. Ils aimaient juste notre apparence sur le papier. Mais même si la réaction négative tourbillonnait, quelque chose de plus profond commençait à émerger, quelque chose qu'aucune équipe de relations publiques ne pouvait orchestrer. Des étudiants de la Sorbonne, de Polytechnique, de Sciences Po, même de l'École normale supérieure, disséquaient ces mots dans les discussions de classe. Des podcasts d'affaires le citaient sans censurer les passages inconfortables. Des groupes communautaires ont commencé à organiser des débats Malik Diop et la nouvelle réalité des affaires. Sa boîte de réception était inondée de messages qui ne demandaient pas d'interview ou de soutien, mais disaient simplement « merci ». Certains venaient d'entrepreneurs noirs qui avaient failli abandonner, certains d'alliés blancs qui admettaient n'avoir jamais pensé que le jeu était truqué. Quelques-uns même de personnes occupant des postes élevés, des noms discrets, des titres puissants, qui ont avoué avoir regardé l'interview seul, 2 fois, et ne pouvaient s'empêcher d'y penser. Malik connaissait le prix à payer cependant. Il le voyait dans les briefings de la nouvelle équipe de sécurité, dans l'enveloppe blanche livrée ce matin-là contenant une seule douille, dans l'expression sur le visage d'Inès chaque fois que son téléphone sonnait après minuit.
Ce n'était pas de la paranoïa. C'était un précédent. La France avait une longue histoire de dicter aux voix noires quand parler, comment parler et surtout quand se taire. Mais Malik ne se tairait pas. Pas maintenant. Il entra dans la salle de conférence de Cybernium Solutions cet après-midi-là, où son équipe de direction était réunie pour leur réunion de stratégie hebdomadaire. La pièce se tut à son entrée. Certains regards trahissaient l'anxiété, d'autres l'admiration, un ou deux l'incertitude. Malik ne perdit pas de temps. « Nous allons perdre d'autres clients, dit-il, debout au bout de la table. Certains prétendront la neutralité. Certains utiliseront des euphémismes comme gestion des risques ou protection de la réputation. Tant mieux. Laissez-les partir. » Il marqua une pause. Ce que nous construisons ici n'est pas fragile. Ce n'est pas construit sur le silence. C'est construit sur la conviction qu'il n'est pas nécessaire de faire le mort pour être professionnel, qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser de dire la vérité. L'un des cadres, un jeune vice-président nommé Marc, leva lentement la main. Et si le conseil d'administration commence à paniquer, Malik ne s'y l'a pas. Alors nous leur rappellerons pourquoi ils ont investi en nous, parce que nous ne suivons pas le vieux scénario et parce que l'avenir n'appartient pas aux joueurs prudents. La pièce changea. Les postures se redressèrent. Leurs yeux rencontrèrent les siens avec une certitude renouvelée. Ce n'était plus seulement une entreprise, c'était une déclaration. Et Malik en avait assez de se cacher derrière la stratégie de marché. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière l'horizon et que la ville exhalait son bruit familier de circulation et de klaxons, Malik était assis seul dans le hall vitré, regardant le centre-ville. Inès entra silencieusement, posant un dossier sur la table à côté de lui. « France Télévisions veut fixer une date pour l'émission spéciale, dit-elle. Il propose le prime time. Pas de publicité. 1 heure entière. Vous avez le contrôle. » Malik hocha la tête, toujours absorbé par la ville. « Nous le ferons, dit-il, sa voix calme. Et je n'y mettrai pas de gants. » Inès s'assit à côté de lui, observant les lumières s'allumer au loin. « Vous savez que ce ne sera pas facile. » Malik hocha la tête. « Rien qui vaille la peine de parler n'est facile. » Après un long silence, il ajouta « Je ne veux pas de suspension. Je veux de la responsabilité. Et si cela met les gens mal à l'aise, tant mieux. » Elle ne sourit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle dit simplement « D'accord. Alors, au travail. » Parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de réagir au bruit, il s'agissait d'utiliser le bruit, de remodeler la conversation, de refuser de se rétrécir pour le confort des autres. Malik Diop ne tenait pas seulement le micro, il réécrivait ce qui pouvait être dit quand le micro était enfin le vôtre. La nuit de l'émission spéciale arriva sous un ciel lourd de pluie, le genre de nuage bas et lourd, comme le poids d'une question attendant une réponse. À l'intérieur du studio de France Télévisions, le décor était dépouillé, pas d'enseignes brillantes, pas de plantes décoratives, rien de distrayant. Juste Malik Diop assis sur une seule chaise, sous un halo de lumière. Pas de bureau pour le séparer de la vérité. En face de lui se trouvait le présentateur, mais cette fois, pas de fiche, pas de segment chronométré, pas de transition répétée. Juste l'espace. L'espace pour parler. L'espace pour dire les choses qui, trop souvent, restaient cachées. Quand le voyant rouge s'alluma, Malik ne posa pas. Il ne s'éclaircit pas la gorge. Il ne sourit pas à la caméra. Il regarda droit devant lui, ses yeux inébranlables, sa voix grave. « On m'a demandé ce que je voulais de tout cela, commença-t-il. Quel était le but de parler?
Certains ont dit que j'aurais dû simplement accepter la victoire, jouer le jeu, sourire à travers les doutes. Mais si j'avais fait cela, j'aurais menti. Non seulement à moi-même, mais à chaque enfant qui regarde, l'enfant qui me ressemble, l'enfant qui rêve comme moi, et l'enfant à qui on a dit de se rétrécir pour entrer dans les pièces qu'il était né pour changer. Il marqua une pause, laissant le silence lourd s'installer dans la pièce. « Ce que je veux, dit-il, c'est que la mesure soit la même pour tous. Je veux un monde où le talent n'a pas besoin de s'excuser de ses origines, où l'excellence n'a pas besoin de prouver qu'elle n'a pas triché pour y arriver. Je veux que les systèmes arrêtent de faire semblant d'être neutres et commencent à reconnaître la vérité que la compétence ne signifie rien si la porte n'a jamais été ouverte au départ. À travers le pays, les salons, les salles de classe, les salles de pause étaient silencieux. Malik se pencha légèrement en avant, la caméra se rapprochant. Il ne s'agit pas de moi. Je vais m'en sortir. Mais il y a des millions de personnes qui ne s'en sortiront pas parce qu'elles attendent toujours une chance équitable. On leur dit toujours d'attendre leur tour, alors que la file d'attente n'était jamais pour elles au départ. Alors non, je ne me tairai pas et je ne jouerai pas le jeu, parce que le progrès ne vient pas du silence, il vient de l'inconfort, et on nous a appris à l'éviter depuis trop longtemps. Il se pencha en arrière, les yeux fermes. Le succès, dit-il, ne signifie pas jouer selon les règles d'un jeu cassé. Parfois, cela signifie briser le silence qui permet à ce jeu de continuer à être cassé. L'écran s'éteignit. Pas d'applaudissements, pas de musique. Juste une simple ligne de texte blanc est apparue en bas de l'écran. La mesure n'est pas la même pour tous. Alors, peut-être est-il temps de déplacer cette putain de mesure. Et c'est ainsi que Malik Diop n'était plus un moment. Il était un mouvement, et le pays ne pouvait plus le quitter des yeux. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.